Question preuve, épisode 8, enregistré le 20 août 2019, le jugement de Salomon. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Question preuve, un podcast d'actualité juridique reconnu par le Barreau du Québec pour la formation professionnelle continue. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Dans cet épisode, on discutera des nouveaux professeurs à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa, d'un cabinet d'avocates, de la conférence Vieillir avec fierté et dignité, des jugements de la Cour d'appel concernant le transport ferroviaire, la filiation et la passation de titres. La deuxième partie, je vais vous parler et analyser avec vous un jugement de la Cour suprême du Canada concernant un avocat, sa cliente et un Ponzi scheme. Je n'ai pas d'invité cette semaine puisqu'on est en montage de plusieurs épisodes et à céduler tous nos enregistrements. Cependant, communiquez avec moi si vous êtes intéressé à participer à une série sur chacun des articles de la Constitution canadienne. Je cherche autant d'avocats, juristes et professeurs constitutionnalistes qu'il y a d'articles dans la Constitution. Aussi, j'aimerais discuter avec un expert en droit d'auteur concernant la décision Dark Horse et Katy Perry aux États-Unis et son impact possible ou probable au Canada et au Québec. On se souviendra qu'un jury de Los Angeles a récemment attribué 2,7 millions de dollars à un rappeur chrétien après avoir découvert que le hit de Katy Perry en 2013, Dark Horse, contenait un passage musical de l'une de ses chansons. Cette décision a beaucoup fait jaser et j'aimerais en savoir plus et partager ça avec la communauté juridique. Alors sans plus tarder, les actualités. 4 nouveaux professeurs sont nommés à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. En effet, la doyenne de la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa, Marie-Ève Sylvestre, qualifie le groupe de nouveaux professeurs comme étant des chercheurs inspirants et que ceux-ci vont consacrer le leadership de la faculté en intelligence artificielle, droit public et droit privé. Les nouveaux professeurs sont Sarah Berger-Richardson, Céline Castérenard, Mère-France Fortin et Jérémy Torres-Sate. Un cabinet entièrement féminin ouvre ses portes à Montréal. En effet, Droit Inc. rapporte que Claudia Arruda et Armena Texera ont lancé le cabinet Arruda Texera au centre-ville de Montréal et seront épaulés par Alexandra Madalina Gaina et Winnie Fancap. Les deux associés qui pratiquent le litige civil et le droit de la famille souhaitent étendre leur pratique à d'autres domaines et augmenter leur carnet de clients. Alors bonne chance au cabinet Arruda Texera à Montréal. C'est le 15 août 2019 que s'est tenue à Montréal une conférence du Barreau de Montréal intitulée « Vieillir avec fierté et dignité, top 10 des conseils juridiques ». Le Barreau de Montréal et le Jeune Barreau de Montréal, par son comité LGBTQ2+, indiquent que cette activité était une réussite, puisqu'une centaine de participants des communautés juridiques et LGBTQ2+, de Montréal étaient rassemblés pour discuter des enjeux et des réalités des aînés LGBT. En partenariat avec Fierté Montréal et la Fondation Émergence, Louis Charon, du cabinet Gilbert Séguin et Guibault Avocats, a animé la conférence. Julien Rougerie du programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence a fait une présentation et suite à ça, un dialogue s'est entamé avec Maître Anne M. Soden, sommité en droit des aînés, et Denise Veilleur, membre aîné de la communauté LGBT. Bravo pour l'initiative. Au niveau des nouvelles de jurisprudence, le 15 août 2019, la Cour d'appel rejette l'appel de Canadian National Railway Company dans un dossier qui l'opposait à Ace European Group Limited. On parle d'ici d'interprétation assez stricte de la loi afin de l'appliquer à des contrats conclus entre des parties privées. Je rappelle aux auditeurs que tous les liens de toutes les jurisprudences, doctrines, conférences, en fait de tout ce que je vais parler durant le podcast, sont disponibles dans les notes de l'épisode sur le site rivercastmedia.com ou sur les notes simplement sur votre application mobile. Donc, dans cette affaire-là de Canadian National Railway et contre Ace European Group, les juges Giroux, Hogg et Sans Façon de la Cour d'appel se sont prononcés et les avocats Pierre Desgreniers et Vicky-Anne Flansbury chez Dentons représentaient la plante et Jean-François Bilodeau chez Robinson Shepard Shapiro représentait l'intimé.
Rapidement, selon le résumé réalisé par SOCIG, la Corporation de chemins de fer nationaux du Canada, le CN, se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure l'ayant condamné à payer plus de 600 000 $ pour des dommages causés à des wagons qu'elle devait transporter à la demande de Bombardier. L'intimé Ace European Group était subrogé à cette dernière à titre d'assurance dans ce cas-là. L'entente conclue entre les parties stipulait que la responsabilité du CN était limitée à 0 $. La juge de première instance a déterminé que cette clause n'était pas opposable à Ace, car l'article 137.1 de la Loi sur les transports au Canada permet au transporteur de limiter sa responsabilité, mais non de l'exclure totalement. Alors quand je vous disais qu'on interprétait la loi strictement, eh bien on en a un bon exemple ici. Si je reviens au résumé, le juge de première instance a déterminé que la clause du contrat entre les parties n'était pas opposable suivant l'article 137.1 de la Loi sur les transports au Canada, puisqu'il permet au transporteur de limiter sa responsabilité, mais non de l'exclure totalement. Donc, il en faisait une interprétation très stricte. Si je vous lis la Loi sur les transports version 2009, l'article 137.1, la compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport de marchandises de celui-ci, sauf par un accord écrit, soit par l'expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs. Donc, dans ce cas-ci, on avait un accord écrit, mais l'accord écrit, il disait « ça limite ta responsabilité à 0 ». Le juge de première instance dit « non, tu as juste le droit de limiter ta responsabilité, tu n'as pas le droit de l'exclure en indiquant qu'en cas d'un accident responsable ou si tu étais responsable d'un dommage, ta responsabilité serait limitée à 0 $, c'est comme exclure. La Cour d'appel prend un autre article, 126.1e. Donc, c'est un sous-titre de conclusion des contrats confidentiels. 126.1, les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat que les parties conviennent de garder confidentiel en ce qui concerne, et je m'en vais à eux, les moyens pris par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations en application de l'article 113. Et en licence 113, qui nous dit « Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu'elle exploite, doit fournir le A au point d'origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d'autres et à tous les points d'arrêt établis à cette fin des installations convenables. B. Fournir des installations convenables pour le transport. C. Reçoit, transporte et livre des marchandises sans délai avec le soin et la diligence voulue. Fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de marchandises. E. Fournit les autres services normalement liés à l'exploitation d'un service de transport par une compagnie de chemin de fer. Donc, c'est ce que la Cour d'appel décide en application de 126.1e et par l'effet même 113, à l'effet que la loi doit être interprétée comme permettant au transporteur de liquider les dommages éventuels que pourrait réclamer l'expéditeur en cas d'inexécution fautive du transporteur, mais pas d'exclure totalement la responsabilité ni de limiter à un montant dérisoire. Donc, dans les deux cas, en cour supérieure et en cour d'appel, on arrive à la même conclusion, mais en utilisant deux articles de loi différents et en les interprétant quand même assez strictement. Pour ce qui est d'un autre jugement d'actualité, c'est le 16 août 2019 que la Cour d'appel, par la plume des juges Casirère, Rancourt et Hamilton, rend une décision dans une affaire de filiation. En effet, dans droit de la famille 191677, la Cour accueille en partie une demande de contestation d'État et en reconnaissance de paternité. Les procureurs au dossier étaient Vicky Fontaine chez Rattel et Associés, Carole Charon, Jean-Philippe McCutcheon du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, Luc Vincent Gendron-Bouchard et Stéphanie Neveu de Bernard Roy, Justice Québec. L'article, ou plutôt les articles qui étaient en cause dans cette affaire sont 539 et 539.1 du Code civil du Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas par cœur comme moi, je blague. Alors 539, nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l'enfant peut, s'il n'y a pas eu de formation d'un projet parental commun ou sur preuve que l'enfant n'est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l'enfant. 539.1, qui était plus précisément l'article qui était en jeu dans cette affaire-là,
Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et les obligations que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant. Alors, si on regarde le résumé réalisé par la SOCIJ dans l'affaire droit de la famille 191677, l'intimé est le père biologique de l'enfant X. Il affirme avoir convenu avec un couple de femmes mariées de devenir parents et d'élever un enfant. Peu après la conception, les parties ont signé une entente selon laquelle elles exprimaient le vœu de partager le support physique, émotionnel et financier de l'enfant. L'acte de naissance de X indique qu'elle a deux mères, sa mère biologique et la conjointe de cette dernière qui a depuis changé de sexe. La conjointe, c'est la plante. À la suite de la rupture du couple, l'intimé s'est adressé à la Cour supérieure pour contester la filiation établie par procréation assistée, faire reconnaître sa paternité et modifier l'acte de naissance de l'enfant en conséquence. Le juge de première instance a conclu que le droit québécois ne permettait pas d'établir une triple filiation à l'égard de l'enfant. Il a estimé que le rôle de l'intimé, tel qu'il est énoncé dans l'entente, était incompatible avec l'existence d'un projet parental et que, par conséquent, un lien de filiation ne pouvait être établi entre l'enfant et l'appelant. Alors, pour être sûr qu'on se comprend bien, l'intimé est le père biologique de l'enfant. L'appelant était une des deux mères qui était mariée et il y avait la mère biologique qui n'est pas directement, si on peut dire, partie au dossier, et la conjointe de la mère biologique qui a depuis changé de sexe, qui est l'appelant. La filiation, finalement, la Cour nous dit la filiation par procréation assistée en faveur de deux mères, selon les termes de l'article 539.1. Ici, dans notre cas, une des deux mères a changé de sexe, mais ce n'était pas la mère biologique. Donc, on revient. Donc, la procréation assistée en faveur de deux mères, selon les termes de 539.1, permet au donneur de force génétique de s'engager dans la vie de l'enfant après sa naissance, bien qu'il ne soit pas le père de l'enfant au sens de la loi. Le projet parental des conjointes reste intact. En effet, il faut distinguer les rapports de parenté qui reposent sur le lien de filiation, des rapports de parentalité qui sont fondés sur l'exercice des fonctions se rattachant notamment à l'autorité parentale. Ainsi, un tiers au regard des règles de la filiation peut être appelé à exercer une parentalité de substitution, nous indique la Cour, et à pallier l'absence d'un parent. Il peut aussi exercer une parentalité d'addition, ce qui crée une situation familiale de triparentalité ou de multiparentalité, comme c'est le cas dans certaines familles recomposées. Un tel arrangement peut être mis en place sans porter atteinte au principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale et sans déchoir les parents des droits et des responsabilités qui leur incombent à ce titre. Rien dans le droit relatif à la procréation assistée ne s'oppose à ce que le tiers, au sens de la filiation, soit le père biologique de l'enfant. Donc, en l'espèce, la filiation de l'enfant est établie en vertu des règles relatives à la procréation assistée, puisque l'appelant, et l'on se souviendra que c'est une des deux mères, mais pas la mère biologique qui a changé de sexe, et la mère biologique ont formé un projet parental auquel l'intimé n'était pas partie. L'intimé, c'est le père biologique, même s'il exerce un rôle parental car il a renoncé aux conséquences juridiques de la filiation. Alors moi, je ne connais pas vraiment ce droit-là. Je peux vous dire que l'entente qui a été signée entre le père biologique et les deux mères s'appelait « Entente pour mettre un enfant au monde » et dans lequel, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, où le père et les deux mères expriment le vœu de partager le support physique, émotionnel et financier de l'enfant. Le juge qui a entendu en première instance la demande en reconnaissance de paternité et en contestation de filiation avait conclu visiblement à regret, nous indique la Cour d'appel, que le droit québécois n'admet pas qu'une telle relation tripartite puisse donner lieu à un triple lien de filiation à l'égard de l'enfant. Par ailleurs, le juge de première instance était d'avis que le rôle de père biologique dans la vie de l'enfant, tel qu'énoncé dans l'entente pour mettre un enfant au monde, est incompatible avec l'existence d'un projet parental avec assistance à la procréation. Ainsi, écrit-il le juge de première instance, un lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et l'appelant,
le conjoint de la mère biologique, donc c'est la personne qui a changé de sexe. Le juge accueille en même temps la demande de reconnaissance de paternité de l'intimé selon les règles de filiation par le sang. En même temps, il déplore le fait que le droit québécois, malgré d'importantes réformes en matière de filiation, ne permette toujours pas à un enfant d'avoir plus de 2 parents. Donc, le juge de première instance, le juge Morrison, nous indique, et il écrit dans son jugement de son avis, l'impossibilité qu'un enfant ait plus de 2 parents pose problème eu égard à la réalité sociale de 2018. En l'espèce, avec égard pour l'opinion contraire, le meilleur intérêt de l'enfant mineur requérait que la loi permette la reconnaissance de sa réalité, soit que sur les plans émotionnels et socio-économiques, elle a effectivement toujours eu 3 parents. Le juge Casiraire, qui a écrit pour le banc, a quant à lui répondu à cette citation-là du juge Morrison, qui dit « Avec égard pour son point de vue, j'estime que le droit positif laisse amplement place à la solution souhaitée par le juge de première instance, sans troubler ce qu'il qualifie du modèle biparental pour la filiation établie au Code civil du Québec. » En effet, selon le juge Casiraire, la filiation par procréation assistée en faveur de 2 mères permet, à son avis, l'implication du donneur de force génétique dans la vie de l'enfant après la naissance, tout en laissant le projet parental des conjointes intact et sans faire du géniteur le père de l'enfant aux yeux de la loi. Et ensuite, le juge Casiraire fait un petit peu de gymnastique intellectuelle. Il nous dit « Bref, même si nous acceptons, au fin de la discussion, que la triparenté ne soit pas admise en droit québécois, rien ne s'oppose juridiquement à la reconnaissance d'une situation de triparentalité à l'égard de l'enfant. Il s'explique. Sans être parent, c'est-à-dire sans être mère ou père en vertu des règles de filiation, une personne peut être investie de diverses façons et en diverses circonstances de l'exercice de différents attributs de l'autorité parentale. Elle peut avoir, selon le contexte, des responsabilités financières à l'égard d'un enfant. Cela peut donner lieu à une parentalité de substitution, comme c'est le cas lorsqu'une personne, un tiers au regard de la filiation, est appelée à exercer une parcelle de l'autorité parentale pour pallier à l'absence d'un parent. Le tiers peut aussi se voir confier une fonction de parentalité d'addition, créant ainsi une situation de triparentalité ou de multiparentalité, comme c'est le cas par exemple dans certaines familles recomposées. C'est ce que soulignait le résumé de la SOQIJ. La Cour d'appel fait ensuite de ça un état assez long du contexte de la naissance de l'enfant et des 3 parties impliquées, outre l'enfant, donc c'est-à-dire le géniteur, le père biologique, les 2 mères, dont la mère biologique, ainsi que la mère qui a changé de sexe et qui est devenue l'appelant. Selon la Cour, il n'y avait qu'un seul enjeu au cœur de l'appel, la filiation de l'enfant. Le juge de première instance n'était pas saisi de la question des modalités éventuelles de l'exercice du droit de garde, des droits d'accès ou de la responsabilité financière que l'une ou l'autre des parties pourrait avoir à l'endroit de l'enfant. Tout ce qui était à décider, quelle était la filiation. Les questions, le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit en concluant à l'absence du projet parental avec assistance à la procréation assistée conformément à l'article 538 et subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré dans l'interprétation et l'application des règles de filiation par le sang. Ensuite, le juge Casiraire fait une très très longue discussion d'une centaine, sinon plus, de paragraphes. À partir de l'article du paragraphe 167 du jugement, il nous offre sa conclusion et rappelle que la seule question en litige se rapporte à la détermination de la filiation. Il prend soin de rappeler où se place le meilleur intérêt de l'enfant dans un cas comme celui-ci et nous dit en effet la jurisprudence et la doctrine sont fermes sur ce point. L'établissement de la filiation autre qu'adoptive ne tient pas directement d'une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant, considération propre à toute décision concernant la parentalité. Il est vrai que le juge exprime son point de vue sur cet intérêt à 2 reprises en première instance, mais il n'en a pas fait une véritable détermination factuelle. Ses commentaires à cet égard s'inscrivent d'abord dans l'invitation qu'il lance aux législateurs de réformer le droit de la filiation et ne lie personne. La famille de l'enfant est donc biparentale, selon la Cour d'appel. Dès sa naissance, l'enfant avait 2 mères, dont une est devenue un homme par la suite. Figure parentale impliquée dans la vie de l'enfant suivant l'intention des parties au moment de la formation du projet parental, c'est-à-dire le père biologique, l'intimé,
est un tiers au point de vue de la filiation. La Cour note aussi que l'intimé est tiers intervenant dans l'instance de divorce pendant en cours entre la mère biologique et l'appelant. On peut penser que dans ce contexte, les questions relatives au rôle que le père biologique et les deux parents seront respectivement amenés à jouer seront possiblement débattues selon l'intérêt de l'enfant, mais la Cour s'abstient de faire tout commentaire à l'égard de ce litige. Donc, la conclusion, le juge Casiraire propose de faire droit à l'appel en partie et d'infirmer le jugement de la Cour supérieure en partie, sans frais de justice. Il y a lieu d'infirmer la conclusion du jugement accueillant la demande de reconnaissance de paternité de l'intimé, ainsi que celle par laquelle le juge ordonne au directeur de l'État civil de modifier les registres, en vue d'y rayer le nom de l'appelant comme mère et d'y substituer le nom de l'intimé comme père. Alors, je vous invite à lire, ceux qui font du droit familial, du droit de la filiation, de lire cette jurisprudence-là qui est tout à fait intéressante, qui est de son temps, qui est 2019, qui va certainement servir dans le futur. Une décision qui a trait à la ou la pluriparentalité, qui parle de procréation assistée, on parle de changement de sexe, on parle de père et mère biologiques. Tout ça est appelé à changer et je pense que c'est un débat, des débats juridiques et des débats de société qui sont extrêmement importants et qui valent la peine d'être soulignés, d'être discutés et qui certainement rejoignent la mission du balado Question de preuve, c'est-à-dire de discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Finalement, dans les jugements récents de la Cour d'appel, on a Renault contre Cyr, que j'ai trouvé intéressant puisque les juges Roy, Gagné et Sans Façon ont, le 8 août 2019, statué dans une affaire de passation de titre qui implique une entreprise de pêche à Gaspé, des époux, de la définition de concours dans le sens de participation volontaire, là, et de l'article 1292, donc 1292, tenez-vous bien, du Code civil du Bas-Canada. Les avocats au dossier, Bernard Jolin, Justine Brien chez l'Anglo-Avocat, Yvan Bujold, Olivier Hébert chez Quin-Lamarre. Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu par le juge Alain Michaud à Gaspé, ayant accueilli une demande en passation de titre et en dommage d'intérêt et ayant rejeté un acte d'intervention volontaire. Dans mon cas, moi, ce qui m'intéressait de partager avec vous, c'était la demande de passation de titre. C'est en janvier 2014 où les parties ont signé un document intitulé « Promesse de vente ». Et si je m'en vais justement à cette promesse de vente-là de janvier 2014, moi, Camille Renault, promets de vendre les actifs de mon entreprise de pêche à Étienne Cyr pour la somme de 750 000 $. Les actifs vendus comprennent, et là il y a une liste d'actifs vendus, cette entente est valide jusqu'au janvier 2016 et est conditionnelle à l'obtention du financement par l'acheteur. La transaction sera réalisée au plus tard le janvier 2016. Et là, je fais des blancs, donc il n'y a pas de chiffre, donc c'est janvier 2016, c'est pas une date précise en janvier. Alors, c'est ça, la promesse de vente. Faites à noter, l'appelant a d'abord soutenu en première instance qu'il n'avait jamais signé de contrat, puis a changé de fusil d'épaule et soutient qu'il ne croyait pas signer une promesse de vente, mais plutôt un pacte de préférence. Le juge lui a donné tort et cette qualification n'est pas remise en cause en appel cependant. Alors, si on retourne en première instance, le juge a conclu que toutes les conditions pour la passation de titre étaient remplies. Le juge a aussi accordé des dommages et intérêts. Donc, qu'en est-il du fondement juridique du recours en passation de titre? Bien, on le trouve à l'article 1712 du Code civil du Québec qui nous dit « Le défaut par le promettant vendeur ou le promettant acheteur de passer titre confère aux bénéficiaires de la promesse le droit d'obtenir un jugement qui en tienne lieu. Les conditions d'exercice du recours en passation de titre sont bien connues et se déclinent en 4 éléments. La transmission d'une mise en demeure, la présentation d'un acte de vente conforme à la promesse, l'offre et la consignation du prix de vente indiqué dans la promesse, et, quatrièmement, le dépôt de la demande en justice dans un délai raisonnable.
En appel, les appelants prétendent notamment que le juge a erré, le juge de première instance, a erré en confondant la condition de la promesse de vente et celle de l'exercice du recours en passation de titre. Pour le juge, l'intimé devait démontrer qu'il avait le financement nécessaire à la fin du mois de janvier 2016 pour procéder à la transaction. Cette condition de la promesse n'ajoutait rien à la condition d'offrir et de consigner le prix de vente nécessaire pour forcer la passation du titre. Il a correctement conclu que l'intimé avait toujours été en mesure d'obtenir les fonds nécessaires et qu'ainsi la condition de la promesse de vente était remplie. Quant au rejet de l'acte d'intervention, le juge a commis une erreur lorsqu'il a conclu à la prescription du recours. Cette erreur de droit ne change toutefois rien au sort du litige, puisque le juge a eu raison de conclure que la plante avait donné son concours à la promesse de vente. Ce moyen d'appel repose sur l'article 1292 du Code civil du Bas-Canada, qui continue de s'appliquer aux époux mariés sous le régime de la communauté de biens, malgré son abrogation. Donc, c'est pour ça que l'article 1292 du Code civil du Bas-Canada continue à s'appliquer, parce qu'il y a encore des gens qui sont mariés sous le régime de la communauté de biens, même si ce régime-là a été abrogé. Le concours dont il est question à cette disposition n'est pas synonyme de signature. Il signifie plutôt la participation volontaire à la décision d'aliéner, à savoir que l'épouse y a consenti. En l'espèce, le juge a conclu que l'épouse avait donné son concours à la promesse et les appelants ne démontrent pas d'erreur révisable de sa part. C'est intéressant, puisque l'article 1292 du Code civil du Bas-Canada nous indique « Le mari administre seul les biens de la communauté sous réserve des dispositions de 1293 et 1425A et suivants. » Et là, la Cour d'appel souligne le second paragraphe. « Il ne peut, sans le concours de sa femme, vendre, aliéner ou hypothéquer les immeubles de la communauté, mais il peut, sans ce concours, vendre, aliéner ou nantir les biens meubles autres que les fonds de commerce et les meubles meublants affectés à l'usage du ménage. » Paragraphe suivant. Le mari ne peut, sans le concours de sa femme, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté, excepté de sommes modiques et de présent usage. Il y a un quatrième paragraphe qui fait référence à 2540. Évidemment, quand je disais tout à l'heure que la décision précédente était un signe des temps, c'est clair que l'article 1292 du Code civil du Bas-Canada n'en est pas un, et tant qu'à moi, tant mieux. C'est un excellent arrêt si on veut se mettre à jour, disons, sur les règles de la passation de titre et pour ceux qui s'intéressent encore, les règles du régime matrimonial de la communauté de biens. Je vous invite à le lire. Encore une fois, tous les liens associés aux arrêts, aux articles et à tout ce qui est nécessaire là, pour faire une bonne recherche sont sur le site de rivercastmedia.com ou sur les notes de l'épisode directement sur votre appareil mobile, sur votre application de balado. Nous allons prendre une petite pause et après nous allons discuter d'une affaire récente de la Cour suprême du Canada dans laquelle elle conclut qu'un avocat qui a recommandé de façon répétée à ses clients d'investir dans des fonds dont la promotion est assurée par la société de placement de son ami est responsable des pertes de ses clients découlant du fait que ces fonds se sont révélés être un stratagème de type Ponzi. C'est dans le premier livre des rois de la Bible où on parle du jugement de Salomon qui était intervenu dans un différend qui opposait deux femmes ayant chacune mis au monde un enfant, mais dont l'un était mort étouffé. Elles se disputèrent alors l'enfant survivant. Pour régler ce désaccord, Salomon réclama une épée et ordonna « Partagez l'enfant vivant et donnez une moitié à la première et l'autre moitié à la seconde. » L'une des femmes déclara qu'elle préférait renoncer à l'enfant plutôt que de le voir mourir. De ce fait, Salomon reconnut le véritable père de l'enfant, il lui donna le nourrisson et sauva ainsi la vie de l'enfant. Le jugement de Salomon peut signifier soit que, face à l'impossibilité d'établir la vérité dans un litige, on partage les torts entre deux parties, ou soit que l'on met une de ces mêmes parties dans une situation qui oblige l'une d'elles au moins à changer sa stratégie. Dans le dossier qui nous occupe, et dont le jugement a été rendu récemment par la Cour suprême du Canada, l'affaire Salomon contre Matt Thompson. On ne parle pas du tout de partage de tort entre deux parties ou mettre une de ces parties dans une situation qui l'oblige à changer sa stratégie. On n'est vraiment pas dans un cas qui n'est pas clair. La seule chose qui est liée à notre affaire, c'est le nom de l'avocat qui a été condamné, c'est-à-dire Maître Kenneth Salomon.
Bonjour à tous. The case of Kenneth Solomon against Judith Matt Thompson. For the appellants, Kenneth Solomon et al., Douglas Mitchell, Audrey Bochter, Olga Redko. For the respondents, Judith Matt Thompson et al., Maître Pierre Bienvenu, Maître Azim Hussein, Maître Andrés Garin, and Frederick Wilson. La décision a été rendue le 28 février 2019. La majorité était le juge Gascon, Wagner, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin. Il y a une dissidence, la juge Côté. Je dois noter que la dissidence de la juge Côté tient du fait qu'elle était de l'avis que la juge de première instance, la juge France Dulude, n'avait pas commis d'erreur importante et que la cour d'appel, avec un banc composé des juges Casiraire, Vauclair et Parent, avait quant à elle eu tort de réexaminer la preuve et d'infirmer la décision de la juge Dulude en première instance. Je vais vous lire maintenant quelques passages de la cause en bref de la Cour suprême du Canada. Elles nous disent, là, les gens retiennent les services d'avocats pour qu'ils les aident à prendre d'importantes décisions. Ils doivent être en mesure de leur faire confiance. Ils sont en droit de s'attendre à ce que leur avocat soit compétent et consciencieux et qu'il agisse dans l'intérêt de ses clients et personne d'autre. Pour que cette confiance soit assurée, les avocats ont certaines obligations professionnelles et déontologiques. Au Québec, le devoir de conseil et le devoir de loyauté sont deux de ces obligations. On se rappelle ici au Québec que le devoir de conseil comprend plusieurs choses. L'avocat doit informer son client de tous les faits pertinents, il doit expliquer les conséquences possibles d'une action et il doit aussi recommander à son client quoi faire. L'étendue de ce devoir dépend de quelques éléments comme l'expérience et les connaissances du client, la raison pour laquelle les services de l'avocat sont retenus et l'expertise que l'avocat dit avoir. Pour ce qui est du devoir de loyauté, il signifie que l'avocat doit être loyal envers son client. Il ne peut se placer dans une situation où son intérêt est en conflit avec celui de son client. Maître Kenneth Solomon est un avocat. Il a été l'avocat de certaines entreprises des Thompson pendant de nombreuses années. En 2003, Mme Matt Thompson lui demande conseil. M. Thompson, à son décès, lui a laissé de l'argent en fiducie. Elle veut vivre des intérêts seulement et laisser le reste de l'argent aux enfants. Maître Salomon présente Mme Matt Thompson à son ami M. Papadopoulos et lui recommande les services de sa société de placement Tri Global Capital Management. Et je vous rappelle que Tri Global, pour ceux qui s'en souviennent, vers 2007-2008, était au centre d'une fraude de plus de 86 millions de dollars. Maître Salomon dit à Mme Matt Thompson que d'investir dans un des fonds de la société de placement de M. Papadopoulos l'aidera à atteindre ses objectifs. Encouragée par Maître Salomon, Mme Matt Thompson et l'entreprise dont elle est propriétaire investissent auprès de Tri Global et y conservent leur placement. Au fil des ans, elles investissent, donc Mme Matt Thompson et son entreprise, investissent plus de 7,5 millions de dollars dans deux fonds. En 2006, Mme Matt Thompson dit à Maître Salomon qu'elle a des préoccupations concernant les placements. Il la rassure et lui dit de conserver ses placements. Il dit aussi à M. Papadopoulos de la rassurer. En 2007, M. Papadopoulos et son associé disparaissent avec près de 100 millions de dollars, dont plus de 5 millions de dollars investis par Mme Matt Thompson et son entreprise. Par après, l'intimé découvre que M. Papadopoulos a versé à Maître Salomon environ 40 000 dollars au cours des années où il les conseillait. En 2008, l'intimé et son entreprise ont intenté une poursuite contre Maître Salomon et son cabinet d'avocats. Selon elle, Maître Salomon a manqué à son devoir de conseil vu qu'il avait recommandé, commenté favorablement et encouragé des placements inappropriés. Elles ont aussi soutenu qu'il avait manqué à son devoir de loyauté parce qu'il s'était placé en situation de conflit d'intérêts, ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas tenu compte des risques qui se posaient. La juge Dulude, en première instance, a conclu que M. Papadopoulos et son associé étaient responsables des pertes, mais pas Maître Salomon. La Cour d'appel a jugé que la juge de première instance avait commis des erreurs importantes. Elle a conclu que Maître Salomon était responsable et a infirmé la décision de la juge de première instance. Les juges majoritaires de la Cour suprême ont statué que la Cour d'appel a eu raison d'intervenir. La juge de première instance n'a pas considéré l'ensemble des actions de Maître Salomon de 2003 à 2007. Ils ont convenu avec la Cour d'appel que Maître Salomon a manqué son devoir de conseiller Mme Matt Thompson et son entreprise parce qu'il les a encouragés à investir dans des fonds pendant plusieurs années et à conserver de tels placements, même s'ils ne leur permettaient pas d'atteindre leurs objectifs.
Maître Salomon n'a jamais analysé les fonds qu'il recommandait tout en répétant que les placements étaient sûrs. Les juges majoritaires ont conclu que Mme Matt Thompson n'aurait jamais investi dans ses fonds de TriGlobal si Maître Salomon n'avait pas manqué à son devoir de conseil. Ils ont aussi conclu que Maître Salomon a manqué à son devoir de loyauté. Son amitié avec M. Papadopoulos et ses placements auprès de celui-ci l'ont placé en situation de conflit d'intérêts. Il a même parlé à M. Papadopoulos des préoccupations et des inquiétudes de Mme Matt Thompson. De plus, M. Papadopoulos a versé de l'argent à Maître Salomon pendant la période où il conseillait Mme Matt Thompson et son entreprise. Ce dernier a eu tort de le conseiller dans ce contexte. Cette affaire portait donc sur la responsabilité d'un avocat dans une situation où il va au-delà de la simple recommandation d'un professionnel à un de ses clients. La décision ne signifie pas que les avocats prennent un risque plus grand qu'avant lorsqu'ils recommandent un professionnel. Les avocats peuvent recommander à leurs clients de consulter d'autres professionnels. Ils doivent simplement respecter leurs obligations professionnelles et déontologiques lorsqu'elles le font. Donc le pourvoi de Laplan est rejeté avec des pans. Comme j'ai indiqué plus tôt, la juge côté était dissidente. Les juges Wagner, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin se sont posé la question à l'effet de savoir si la Cour d'appel disposait d'assises suffisantes pour intervenir et infirmer la décision de la juge de première instance. Elle a appliqué adéquatement les normes de contrôle pertinentes en appel énoncées dans l'arrêt Howson contre Nicolaisen. La responsabilité professionnelle de l'avocat et de son cabinet à l'égard des pertes subies par les clientes a été établie. On nous rappelle que l'existence ou non d'une faute est une question mixte de fait et de droit, et la détermination du lien de causalité est une question de fait. Dans les deux cas, l'absence d'erreur manifeste est déterminante. La juridiction d'appel doit faire preuve de déférence envers les conclusions du juge de première instance. Elle ne peut intervenir que dans les cas où la décision de première instance est entagée d'une erreur évidente qui a déterminé l'issue de l'appel. Dans la présente affaire, la Cour d'appel a conclu que le prisme déformant au moyen duquel la juge de première instance a examiné la preuve, en l'espèce une approche étroite et compartimentée, a amené cette dernière à commettre des erreurs manifestes et déterminantes, identifiées de façon précise par la Cour. L'image du prisme déformant n'était rien de plus qu'une métaphore utilisée par la Cour d'appel pour expliquer en quoi la norme de contrôle applicable en l'appel établie dans l'arrêt Howson était respectée. Elle n'a pas été utilisée pour masquer une absence d'erreur manifeste et déterminante. La Cour d'appel n'a pas commis une erreur en recourant à la notion du prisme déformant pour décider si la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Pour ceux qui se le demandent, l'image du prisme déformant a été utilisée peut-être pour la première fois, mais en tout cas dans l'affaire Ford du Canada Limité contre Automobile Duclos, où la Cour indiquait le haut degré de déférence dû au juge de première instance en matière d'évaluation de la preuve, principe maintes fois énoncé par la Cour suprême, ne peut faire obstacle à l'intervention d'une cour d'appel lorsqu'une analyse du dossier révèle que l'évaluation du juge de première instance s'est faite à travers un prisme qui doit être écarté et qui a clairement eu un effet déformant. La Cour suprême a dit dans notre affaire que la première juridiction d'appel était justifiée d'intervenir à l'égard du jugement de première instance et a exprimé son désaccord avec le tribunal qui l'a rendu. Au niveau des obligations de l'avocat, la Cour nous rappelle que la relation avocat-client peut habituellement être qualifiée de contrat de mandat. Bien que l'avocat, en tant que mandataire, n'agisse pas comme garant des services rendus par le professionnel ou le conseiller vers lequel il dirige ses clients, il doit néanmoins faire preuve de compétence, prudence et diligence lorsqu'il formule une telle recommandation, laquelle doit être basée sur une connaissance raisonnable du professionnel ou du conseiller en question. L'avocat qui aiguille des clients vers un autre professionnel ou conseiller a une obligation de moyens et non de résultats. Il doit être convaincu que la personne qui le recommande à son client est suffisamment compétente pour s'acquitter du mandat envisagé. Le fait de recommander à un client, un professionnel ou un conseiller ne saurait constituer une garantie des services rendus, mais une telle recommandation ne saurait non plus protéger l'avocat qui l'a formulé contre toute responsabilité pour d'autres actes répréhensibles qu'il aurait commis. En l'espèce, l'avocat est allé bien au-delà d'un simple aiguillage. C'est l'ensemble du comportement de Maître Salomon qui a amené la Cour d'appel à conclure à la responsabilité de celui-ci et de son cabinet dans les circonstances. La décision rendue par la Cour d'appel en l'espèce n'a pas élargi les bases de la responsabilité des avocats qui aiguillent des clients vers d'autres professionnels ou d'autres conseillers. Le devoir de conseil de l'avocat comporte 3 volets: informer, expliquer et conseiller au sens strict du terme.
Il fait partie intégrante de la formation d'avocat et existe indépendamment de la nature du mandat. L'étendue exacte de ce devoir varie selon les circonstances en fonction notamment de l'objet du mandat, des caractéristiques du client et de l'expertise que soutient avoir l'avocat dans le domaine en question. L'avocat qui prodigue des conseils à un client doit toujours agir dans l'intérêt supérieur de ce dernier et respecter les normes que tout avocat compétent, prudent et diligent aurait suivies dans les mêmes circonstances. Tout conseil qu'un avocat prend l'initiative de donner au-delà de son mandat peut, s'il est erroné, engager sa responsabilité. En l'espèce, la Cour d'appel disposait d'assises suffisantes pour intervenir et pour conclure que l'avocat n'a pas conseillé ses clients comme il incombe à un avocat compétent, prudent et diligent de le faire. Elle a relevé effectivement et de façon précise la présence d'erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation par le juge du procès des relations des parties qui ont influencé directement ses conclusions quant à l'ampleur des conseils erronés donnés. Appréciée adéquatement dans son ensemble comme l'a fait la Cour d'appel, la preuve révèle que les conseils et assurances donnés par l'avocat s'inscrivaient dans un seul et même continuum et qu'il était artificiel de les compartimenter. L'avocat manquait à son devoir de conseil en recommandant un placement non diversifié dans des fonds spéculatifs extraterritoriaux à des clients dont l'objectif principal était la préservation de leur capital, en recommandant des produits financiers sans faire preuve d'aucune forme de diligence appropriée au sujet de ces produits et en rassurant de façon répétée les clients quant au fait que leur placement garantissait la sécurité de leur capital. Et on en rajoute sur les obligations des avocats. En tant que mandataires, les avocats sont aussi tenus d'éviter de se placer dans une situation de conflit entre leurs intérêts personnels et les intérêts de leurs clients. L'obligation d'éviter les conflits d'intérêts est un des principaux aspects du devoir de loyauté des avocats envers leurs clients. Le devoir de loyauté protège l'accomplissement du devoir de conseil que les avocats doivent à leurs clients contre l'effet d'influence inappropriée. Dans le présent cas, la Cour d'appel était justifiée de conclure que les relations personnelles et financières qu'entretenait l'avocat avec le conseiller financier a placé celui-ci dans une situation de conflit d'intérêts et qu'il a en définitive négligé les intérêts de ses clientes. La juge de première instance a adopté une approche indûment restrictive dans son analyse des principes relatifs au conflit d'intérêts, ce qui a entaché toute son analyse relative au manquement de l'avocat à son devoir de loyauté. Il ressort d'un examen adéquat de l'ensemble de la preuve que ces liens très étroits ont eu une incidence sur l'objectivité de l'avocat lorsqu'il conseillait ses clientes. Les loyautés partagées de l'avocat l'ont amené à négliger les intérêts de ses clientes. Il a négligé son obligation de protéger la confidentialité de ses communications avec elles et a fait équipe avec le conseiller recommandé pour tenter de les convaincre de ne pas retirer leur placement. Je ne peux pas vous cacher cependant un petit peu la position de la Cour suprême étant, comme d'habitude, très éloquente, mais ça ne m'empêche pas de penser qu'ils ont cherché à arriver à la conclusion de responsabilité de Maître Salomon. Quand on regarde ce que la juge Côté dissidente nous indique, elle nous dit que la Cour d'appel n'aurait pas dû substituer sa propre analyse au dossier à celle de la juge du procès car aucune erreur manifeste et déterminante n'entachait les conclusions clés de la juge du procès. La Cour d'appel est intervenue à tort selon elle en se fondant sur de simples différences d'opinion concernant l'appréciation de la preuve, ce qui est manifestement incompatible avec le rôle d'une juridiction d'appel. Lorsqu'une première juridiction d'appel modifie les conclusions du juge du procès en l'absence d'erreurs révisables, il appartient à la Cour d'intervenir et de rétablir la décision du juge du procès. La juge Côté nous rappelle que pour ce qui est des questions de fait ou de questions mixtes, une cour d'appel ne peut tirer ses propres conclusions et inférences que s'il établit que le juge du procès a commis une erreur manifeste et déterminante. Ainsi, pour pouvoir intervenir à l'égard de la décision d'un juge du procès, la juridiction d'appel doit cibler une erreur précise et discernable qui n'équivaut pas simplement à une divergence d'opinion, et il doit aussi être démontré que l'erreur est déterminante pour l'issue de l'affaire. Identifier une erreur manifeste et déterminante n'exige pas un examen de l'ensemble de la preuve. L'examen doit être axé sur des motifs du juge du procès et, au besoin, sur des éléments de preuve précis sur lesquels l'appelant attire l'attention de la Cour d'appel afin de montrer qu'une conclusion donnée n'est pas étayée par la preuve. Il serait inapproprié que la Cour d'appel procède à sa propre appréciation indépendante de la preuve pour ensuite, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on semble chercher un coupable, pour ensuite relever les conclusions du juge du procès auxquelles elle ne souscrit pas et conclure que celle-ci découle d'erreurs manifestes et dominantes afin de justifier son intervention. Les juridictions d'appel, en comparaison aux juges du procès, ne sont pas bien outillées pour la tâche de tirer des conclusions de fait et doivent donc laisser cette tâche à ceux-ci.
Elle souligne aussi que la métaphore du prisme déformant n'écarte pas l'obligation de relever la présence d'erreurs révisables conformément aux normes formulées dans Hausen. La juge Côté poursuit et nous indique que dans le cas présent, la juge du LUD n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne la faute et le lien de causalité. La Cour d'appel a simplement privilégié un prisme différent de celui auquel a recouru le juge du procès. De plus, elle s'est fondée sur un réexamen général de la preuve afin de déceler les erreurs dont il est question, ce qui est contraire à l'arrêt Hausen et à ceux rendus dans sa foulée. L'intervention de la Cour d'appel n'était pas justifiée et la Cour suprême du Canada doit intervenir pour rétablir les conclusions de la juge du procès selon elle. Et si on revient au juge majoritaire, il nous indique qu'il peut arriver que plus d'une faute cause un seul préjudice. Pour autant toutefois que chacune d'entre elles soit une véritable cause du préjudice et non une simple occasion de celui-ci. Une faute constitue une cause véritable du préjudice si celui-ci en est la suite logique, directe et immédiate. L'auteur d'une faute n'est pas responsable des conséquences d'un événement subséquent qui est indépendant de lui et qui est sans rapport avec la faute initiale. Deux conditions doivent être réunies pour que ce principe s'applique. Dans un premier temps, il faut que le lien de causalité entre la faute initiale et le préjudice subi soit complètement rompu, et dans un second temps, il doit exister un lien de causalité entre ce nouvel événement et le préjudice subi. Le fait qu'un client accepte les conseils que lui formule de façon négligente son avocat ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La majorité en rajoute en disant « La commission d'une fraude par un tiers n'empêche pas non plus que des personnes qui ont omis de prendre les précautions requises soient tenues responsables. » On se souviendra dans ce cas-là que TriGlobal a commis une fraude et on disait un peu plus que c'était TriGlobal qui était responsable puisque c'est eux qui avaient commis la fraude. La Cour suprême nous dit le contraire. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser que la Cour suprême du Canada cherchait un coupable, la Cour d'appel aussi. Pourtant, la Cour suprême nous dit qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que les conclusions de la juge du LUD quant à l'ampleur des fautes de Maître Salomon ont influencé son analyse du lien de causalité. Il était artificiel d'apprécier la preuve de façon compartimentée en se fondant sur la chronologie des faits et sur les fonds précis qui avaient été recommandés. La conclusion erronée de la juge du LUD, suivant laquelle Maître Salomon n'a pas manqué à son devoir de loyauté, a également faussé son analyse de la causalité. Considérer globalement les fautes de l'avocat relatives à son devoir de conseil et à son devoir de loyauté constitue une cause véritable des pertes subies par ses clients. La fraude de TriGlobal n'a pas rompu le lien de causalité. Aucune perte n'aurait été subie sans les fautes commises au départ par l'avocat, nous dit la majorité de la Cour suprême. Et la juge Côté nous dit que la juge du procès pouvait donc conclure que la fraude est la seule cause véritable des pertes et que la recommandation de la société de placement et du conseiller financier n'a pas de lien suffisamment étroit avec le préjudice pour constituer une cause logique, directe et immédiate. Pour ce qui est des devoirs de loyauté et de confidentialité, nous rappelle la juge Côté, il n'apparaît pas clairement de quelle façon les manquements reprochés auraient pu causer les pertes. De plus, même si l'avocat avait effectivement commis d'autres fautes relativement à son devoir de conseil et à ses devoirs de loyauté et de confidentialité, après avoir eu connaissance d'un article publié dans le journal qui soulevait des doutes relativement aux pratiques de la société de placement, l'issue aurait été la même étant donné que les fonds ne pouvaient plus être recouvrés à ce moment. Par conséquent, les fautes commises après cette date n'ont eu aucune conséquence sur les pertes. Alors, si ce n'est pas clair, de quoi parle-t-on dans ce jugement-là? Tout d'abord, le juge Gascon nous fait un aperçu de la cause, nous rappelle ensuite le contexte, ainsi que les décisions des cours d'instance inférieures, donc la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec. Dans sa 4e section, il nous rappelle les questions en litige. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en recourant à la notion du prisme déformant pour décider si la juge du LUD avait commis des erreurs manifestes et déterminantes? Ensuite, la Cour d'appel a-t-elle élargi à tort la portée des obligations professionnelles des avocats qui aiguillent leurs clients vers des conseillers indépendants? Troisièmement, la Cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux fautes commises par Maître Salomon? Et finalement, la Cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux liens de causalité? Dans son analyse, il débute évidemment par la première question en litige, et le juge Gascon
écrit que les appelants ne me convainquent pas que la Cour d'appel a eu tort de conclure que la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la Cour d'appel. Pour ce qui est de la deuxième question en litige, il nous dit, avant d'analyser cette question en détail, c'est-à-dire est-ce que la Cour d'appel a élargi à tort la portée des obligations professionnelles des avocats qui aiguillent leurs clients vers des conseillers indépendants, il a tenu à préciser que les cours d'instance inférieures ont à juste titre reconnu que la relation avocat-client peut habituellement être qualifiée de contrat de mandat, comme on a dit, et que la relation dans la présente affaire ne fait pas exception. Il nous parle de l'article 2138 du Code civil du Québec, de certaines décisions récentes comme l'arrêt Harris en 2016 de la Cour d'appel, et fait des distinctions avec cet arrêt. En réponse à la deuxième question, le juge Gascon dit « La décision rendue par la Cour d'appel en l'espèce n'élargit pas les bases de la responsabilité des avocats qui aiguillent des clients vers d'autres professionnels ou d'autres conseillers, au-delà des normes récemment énoncées dans l'arrêt Harris. Les avocats peuvent aiguiller leurs clients vers d'autres professionnels ou conseillers tant qu'ils s'acquittent de leurs obligations professionnelles lorsqu'ils le font. » Le juge Gascon rappelle que la Cour d'appel ne conclut pas que l'aiguillage lui-même est décisif. Elle apprécie plutôt l'ensemble de la conduite de Maître Salomon au regard de ses obligations professionnelles, plus particulièrement son devoir de conseil et son devoir de loyauté envers ses clients. Elle conclut que Maître Salomon est allé bien au-delà d'un simple aiguillage. Vient ensuite son analyse de la troisième question, c'est-à-dire la Cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux fautes commises par Maître Salomon. Le juge Gascon examine ensuite chacune des conclusions de la Cour d'appel du Québec, débutant par le devoir de conseil de Maître Salomon et ensuite le devoir de loyauté de Maître Salomon. Je dois vous dire qu'on fait vraiment le tour des devoirs de conseil et devoirs de loyauté des avocats, particulièrement de Maître Salomon dans cette affaire-là. Et ça nous donne une bonne indication de comment sont interprétées les obligations déontologiques des avocats. Finalement, au niveau de la quatrième et dernière question, sur le devoir de conseil, la Cour suprême revient à la décision de la Cour d'appel et nous indique que la Cour d'appel avait fourni de solides justifications et explications au soutien de sa conclusion, que ce n'est pas seulement la recommandation initiale à Mme Matt Thompson qui est fautive, mais que les manquements de Maître Salomon à son devoir de conseil concernant aussi la société et que ceux-ci se sont poursuivis jusqu'à l'effondrement de Cry Global en 2007. Rien ne justifie la Cour suprême du Canada d'intervenir et de modifier ce jugement de la Cour d'appel sur ce point. Quant au devoir de loyauté de Maître Salomon, la Cour suprême du Canada conclut que l'existence d'un conflit d'intérêts doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités. La juge de première instance commet une erreur en ne tenant pas compte de la preuve abondante des liens personnels et financiers étroits qu'entretenait Maître Salomon avec M. Papadopoulos, au motif qu'elle ne permet pas de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts. Selon la Cour suprême, la Cour d'appel était justifiée de conclure que Maître Salomon s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts et qu'il a, en définitive, négligé les intérêts des intimés, manquant ainsi tant à son devoir de loyauté qu'à son devoir de conseil envers elle. Enfin, la Cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de la première instance relativement aux liens de causalité? Le juge Gascon va faire une analyse en 3 étapes, c'est-à-dire la première, le véritable lien de causalité. Ensuite, il se penche sur l'absence de rupture du lien de causalité et la prévisibilité et possibilité de recouvrement. C'est ce que je vous disais, on semble chercher un coupable, la prévisibilité et possibilité de recouvrement sont, à toute fin pratique, nulles. Et sur ce point, le juge Gascon ajoute 2 observations. Premièrement, les appelants soutiennent que Maître Salomon ne peut être tenu responsable de dommages qui n'étaient pas prévisibles. En matière contractuelle, c'est l'article 16-13 du Code civil du Québec qui prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée. Cet article n'est d'aucun secours, nous rappelle le juge Gascon, pour les appelants en l'espèce. Cette norme ne signifie pas qu'il est nécessaire d'être au fait d'une possible fraude ou d'en soupçonner l'existence. Les principaux risques découlant du fait de prodiguer des conseils en matière de placement sont la baisse des prix du marché et la fraude commise par un tiers qui pourrait causer tous deux une perte des sommes investies. Lorsqu'un de ces risques se matérialise et que les avocats n'ont pas respecté les normes de conduite professionnelle destinées à protéger leurs clients contre ce risque précis,
ils peuvent être tenus responsables des pertes subies par leurs clients au titre de leur placement. Cela ne fait pas pour autant que des avocats et les assureurs de leurs clients en cas de perte. Deuxièmement, indique le juge Gascon, la juge de première instance conclut qu'aucune preuve n'indique que Maître Salomon aurait pu corriger la situation lorsqu'il a appris l'existence des placements des intimés dans le fonds Focus, un fonds qui est particulièrement problématique. Il avait lu d'ailleurs Maître Salomon dans le journal. La Cour d'appel réplique que la question de savoir s'il avait été possible de recouvrer ces placements en 2006 ou 2007 n'est pas pertinente, étant donné que les fautes avaient été commises à l'époque. J'abonde dans le même sens, dit le juge Gascon. Il arrive souvent que l'auteur d'une faute n'ait pas la possibilité de la corriger par la suite. Cela n'a aucune incidence sur sa responsabilité. Il est donc inutile de se livrer à des spéculations sur la question de savoir si les intimés auraient été en mesure ou non de recouvrer leur placement si elles en avaient fait la demande de remboursement plus tôt. Je signale néanmoins qu'elles ont pu recouvrer 900 000 $ des fonds Focus et Ivest entre les mois de février et juillet 2007. En juin 2007, Maître Salomon lui a aussi demandé le remboursement de la somme de 70 000 $ qu'il avait investi lui-même dans le fonds Focus et il en a reçu 50 000. Le juge Gascon conclut en 15 lignes, et je vous les lis. Nous ne sommes pas en présence d'une simple affaire d'aiguillage. La présente espèce concerne un avocat qui, sur une période de plusieurs années, recommande et commande favorablement un conseiller financier et des produits financiers et encourage ses clientes à conserver leur placement chez ce conseiller. De surcroît, alors qu'il accomplit ses actes, cet avocat omet de faire preuve de la diligence appropriée. Il fait des déclarations inexactes au sujet des placements, il manque à son devoir de confidentialité et il agit malgré l'existence d'un conflit d'intérêts. Dans un tel contexte, un avocat ne peut échapper à ses responsabilités en invoquant comme bouclier la norme élevée qui sert à établir la responsabilité dans les affaires où un avocat aiguille simplement un client. Je considère, dit le juge Gascon, que la Cour d'appel a appliqué adéquatement les normes de contrôle pertinentes en appel énoncées dans l'arrêt Hausen lorsqu'elle a infirmé la décision de la juge de première instance. La juge Dulude a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la faute et du lien de causalité, et elle a en outre commis une erreur lors de son analyse de la situation de conflit d'intérêts en cause dans la présente affaire. La responsabilité professionnelle des appelants à l'égard des pertes subies par les intimés est établie. Alors c'est on ne peut plus clair. Alors pourquoi on lit ce jugement si on pratique en droit des professions, si on est intéressé par la responsabilité professionnelle, par le devoir de conseil, le devoir de loyauté, de la recommandation par un avocat d'un conseiller financier à des clients, la formulation de façon répétée par l'avocat aux clients de commentaires favorables au sujet d'un conseiller qui l'a recommandé et encouragé à effectuer et à conserver des placements ou des services auprès de la personne qui l'a référé. Alors, c'est une décision super intéressante. Je vous invite à la lire. Les liens sont dans les notes de l'épisode. On va prendre une dernière pause afin que je puisse vous parler de ma recommandation de la semaine quant aux outils du praticien, ainsi que les suivis sur 2 dossiers que j'ai parlé dans les épisodes 1 et 5. Alors, nous sommes de retour. Je vais vous parler maintenant de ma recommandation de la semaine, qui est un appareil et qui est un numérisateur, un scanner. Le tout nouveau ScanSnap iX100 de Fujitsu. C'est disponible au Canada, sur le site de Fujitsu Canada. Et c'est un scanner, un ScanSnap à pile. Qui est, au dire de Fujitsu, le plus rapide au monde pour numériser des reçus, des contrats, des cartes plastiques. Le iX100 permet de numériser au-delà du bureau. C'est un numérisateur portable et mobile. Il est complètement sans fil, ne pèse seulement que 400 grammes. Il apporte une mobilité et une numérisation sans fil au PC, au Mac, ainsi qu'à vos appareils iOS ou Android. Donc, on peut numériser quelque chose là-dessus sur un scanner portable qui ne pèse que 400 grammes et avoir le résultat du scan
sur notre téléphone. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir un ordinateur avec nous. Super intéressant pour ceux qui vont à la cour, qui veulent sortir des dossiers, sortir des procédures dans les dossiers. On peut numériser on the spot et sans avoir d'ordinateur avec nous, on peut tout simplement mettre ça, que ça soit transféré directement à notre téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone. On dit qu'on peut numériser un document couleur en 5,2 secondes et qu'on peut numériser directement dans le cloud. Moi, de mon côté, j'utilise le ScanSnap S1300i. Là, c'est le portable, disons, qui existait à l'époque avant que le iX100 sorte. Juste pour vous donner un petit peu de différence, on parle de 1,4 kg versus 400 grammes là, pour le iX100. Donc, c'est quelque chose vraiment à considérer et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment portable. Alors, je vous suggère fortement de le considérer là, pour ceux qui sont on the go. Un numérisateur portable 400 grammes à batterie qui est disponible au Canada pour environ 350 $. Là, je sais que Bureau en gros l'offre et certainement plusieurs autres revendeurs en ligne. Et finalement, pour terminer, au niveau des suivis, en lien avec l'épisode 5, l'abus d'autorité avec Maître Virginie Dufresne-Lemire, je vous invite à aller l'écouter ou la réécouter. Je vous indique que la Cour suprême a rendu sa décision. Le dossier de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et al. Contre Gigi pour la plante intervenante, la province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, Maître Éric Simard, Maître Stéphanie Lavallée, Maître Marie-Pierre Gagnon-Nadeau. Pour l'appelant intervenant l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Maître Marc Beauchemin, Maître Emmanuel Lorrain-Légaré. Pour l'intimé Gigi, Maître Robert Kugler, Maître Alain Arsenault, Maître Jules Garot, Maître Pierre Boivin et Maître Olivera Pajani. Et a décidé que l'action collective contre un groupe religieux et l'institution qu'il dirigeait pour agression sexuelle pourra aller de l'avant. Ensuite, pour ce qui est du suivi dans le dossier de Bella Kosoyan contre Société de transport de Montréal, ensuite à l'épisode 1 de Questions de preuve, un escalier vers la Cour suprême, l'audition de l'appel a eu lieu le 16 avril 2019 et le jugement est toujours en délibéré. Bonjour à tous. Dans la cause de Bella Kosoyan contre Société de transport de Montréal et al. Pour la plante Bella Kosoyan, Emar Misakila et Ghassan Ahmad. Pour l'intervenante Association canadienne des libertés civiles, Maître Sylvie Rodrigue et Maître Emma Loignon-Giroux. Pour les intimés, Société de transport de Montréal, Maître Daniel Maillé. Pour les intimés Ville de Laval et al., Maître Alexandre Thériault-Marois, Maître Marianne Carter et Maître Marie-Pierre Dussault-Picard. On rapporte que durant l'enquête, le juge Clément Gascon aurait dit « J'imagine que si on donnait un constat d'infraction aux passagers du métro qui font ça, c'est-à-dire ne pas tenir la rampe de l'escalier mobile, on en aurait sans doute plus d'une centaine à l'heure par escalier. Je vous tiendrai au courant du jugement lorsqu'il sera rendu. » Au niveau des invités à venir, on attend les bâtonniers de Montréal et de Laval. On va aussi discuter avec une avocate de l'ONU concernant le dossier de la Rana Plaza au Bangladesh et de ce que l'ONU a fait pour mettre en place des normes minimales de travail afin de protéger les travailleurs. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode est « filiation ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « Questions de preuve » du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter du sujet qui vous concerne, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com ou sur notre fil Twitter @questdepreuve. Restez à l'affût de Rivercast Media pour le lancement prochain de la série judiciaire Innocentia. Quant à moi, je suis HR Martin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado.
Évaluez-nous sur Apple Podcasts. Sachez que vous pourrez sous peu rechercher sur Google le contenu complet de nos épisodes en format plein texte. Restez à l'écoute des prochains épisodes, nous allons accueillir sous peu d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche et à la réalisation, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.